Le Quercy est peuplé depuis plusieurs centaines de milliers d'années. On en est absolument certain. Il y a eu des fouilles qui ont révélé des vestiges très anciens, par exemple à côté de Tour-de-Fort, un endroit qui s'appelle Coudoulous, où moi-même j'ai fouillé, et plus tard un de mes collègues, le professeur Jacques Jaubert, a repris ces fouilles. Et les gens qui vivaient donc il y a ces centaines de milliers d'années ont été remplacés par les Néandertaliens. Et les Néandertaliens ont vécu en Quercy jusqu'à il y a peut-être 30-35 000 ans. Après quoi, ils ont disparu. Les hommes modernes, c'est-à-dire les gens comme nous, sont arrivés en Quercy il y a peut-être 40 000 ans, 40 000 ans, dirons-nous. Et donc ils ont trouvé les Néandertaliens qui étaient là depuis très longtemps, des dizaines de milliers d'années. Et le pays était vide, hein, donc ils ne sont pas tellement marchés sur les pieds, chacun chassait de son côté. Probablement les populations se sont un peu mêlées, ce sont les hommes modernes qui se sont multipliés alors que les Néandertaliens petit à petit ont disparu. On n'a pas du tout l'impression qu'il y a eu des combats, qu'il y a eu une extermination. Ça se voit dans les romans quelquefois, mais non, ça ne correspond pas à la réalité. Alors, ces hommes modernes, ce qui les caractérise, c'est l'art. Et, entre autres choses, et aussi les outillages beaucoup plus sophistiqués qu'ils avaient. Ils ont inventé le propulseur. Alors, on a trouvé le propulseur en Quercy comme ailleurs. Et il y a l'art. Donc, les grottes ornées, le Quercy constitue un des centres de grottes ornées en Europe, avec ses propres particularités. Alors il y a des grottes qui sont très connues, comme la grotte de Pechmerle, celle de Cougnac, qui sont ouvertes au public, la grotte des Merveilles à Rocamadour, mais il y en a d'autres, et qui ne sont pas connues, qui sont beaucoup moins connues du grand public, parce qu'elles ne sont pas ouvertes au public. Mais Cougnac et Pechmerle, ce sont deux sanctuaires absolument majeurs, avec des périodes différentes. Les périodes les plus anciennes qu'on a, ça peut remonter vers 26, 27 000, peut-être 30 000, et les plus récentes, il y a 12, 13, 14 000 ans. Et les gens n'y sont pas restés tout le temps. D'abord, ils n'habitaient pas dans ces grottes, hein. Ils y allaient pour leur cérémonie, ils habitaient à l'extérieur. C'était des grands chasseurs, c'était des gens qui pratiquaient la grande chasse, la pêche, la cueillette. La cueillette devait jouer un rôle extrêmement important, et c'était certainement l'apanage des femmes, comme partout, alors que les hommes chassaient le gros gibier, et ce gros gibier, c'était les bisons, les chevaux, les aurochs, les bouquetins, donc, qui sont représentés également sur les parois. Alors, dans ces grottes, ils ont fait des peintures, ils ont fait des gravures, et parfois dans les mêmes grottes, hein. Alors ces gravures, ça peut être des gravures avec un silex sur une paroi dure. À ce moment-là, on a des dessins qui sont très fins. Et ça peut être également, lorsque la paroi est molle, tendre, des dessins au doigt, comme le plafond des hiéroglyphes de Pechmerle, qui est célèbre, où les dessins ont été faits au doigt, quelquefois avec un bâton, aussi ça peut avoir été fait. Parce que la paroi s'y prêtait. Et là, ce qu'il représentait, ce n'était pas du tout des scènes de la vie courante, c'était des animaux, en général, en majorité, qui faisaient partie de leur bestiaire, c'est-à-dire des animaux sacrés, je le mets entre guillemets, parce que probablement leur conception du sacré était très différente de la nôtre, mais chargés de pouvoir, disons, chargés de pouvoir. Et alors, en fonction des temps et en fonction des lieux, en fonction des tribus, eh bien, c'était plutôt tel animal qui avait leur préférence plutôt que tel autre. Et par exemple, à Cougnac, on a des représentations d'un grand cerf qui a disparu, qu'on appelle le cerf mégacéros,
qui avait des bois énormes. Les bois du Cerf-Mégacéros peuvent avoir plus de 2 mètres d'envergure, et qui avait une grande bosse. C'est un animal qui faisait peut-être 2 mètres au garrot, très très grand, et qui avait une bosse énorme. Et ça, c'est très très bien représenté dans la grotte de Cougnac, où on peut le voir, qui est ouverte tous les, tout comme Pêche-Merle. Donc ces gens vivaient, ils vivaient bien, certainement, parce que le quartier est accueillant. Les rivières regorgeaient de saumon. J'ai fait des fouilles il y a un bon nombre d'années à Verse, au bord de la rivière, un abri. Et là, il y avait ce qu'on appelle du solutréen, c'est-à-dire ça remonte un peu plus de 20 000 ans. Et puis, il y a déjà des Magdaléniens anciens qui sont venus après coup. Et les couches sont accumulées sur 2,50 m de haut. Et on a énormément de saumon, par exemple. Le Lot, ces gens-là, ils pêchaient à 20 mètres de là. Et ils pêchaient énormément de saumon. Bon. Et on avait du renne aussi. Ils tuaient des rennes, peut-être, il y avait peut-être un gué qui n'était pas très très loin, et ils attendaient les rennes au passage du gué, et ils les tuaient, et ils les mangeaient. Donc ils vivaient, à mon avis, assez bien. Et ils n'étaient pas très nombreux, donc on avait peut-être un groupe ici, un autre groupe à 40-50 km, ils avaient leur territoire de chasse, ils se connaissaient, ils se rassemblaient à certains moments, pour des fêtes communes, comme le font tous ces peuples de chasseurs-cueilleurs, où on rencontre des gens, où on noue des liens, où on se marie avec un homme ou une femme d'un autre clan, d'une autre tribu, et ce qui crée évidemment des liens qui sont favorables à la survie dans cet environnement. Donc voilà comment se passait la vie en Quercy pendant en gros ces 25 000 ans de la fin du Paléolithique. Et puis ça s'est terminé, rien ne se termine jamais, hein. Disons que les choses ont beaucoup changé lorsqu'il y a à peu près une douzaine de milliers d'années, la glaciation est venue à son terme. Le climat s'est réchauffé considérablement. Ça a pris quelques centaines d'années. Le réchauffement climatique à ce moment-là était moins rapide que celui qu'on connaît actuellement. Mais ça s'est réchauffé de 4,5 degrés à peu près par rapport aux températures passées. Et ça a changé. On n'était plus dans la glaciation, on est passé dans un monde post-glaciaire. Si vous changez le climat, vous changez la flore, vous changez la faune. Les animaux comme les rennes sont remontés vers le nord. D'autres ont complètement disparu. Vous voyez par exemple, le mammouth a entièrement disparu. Le rhinocéros laineux a disparu, le cerf-mégacéros a disparu. Il y a un certain nombre d'animaux qui ont disparu. Alors, ils ont pu disparaître avant la fin de la glaciation, comme le cerf-mégacéros certainement avant. Bon. Mais certains des animaux représentés, comme le mammouth, qui est bien représenté à Pêche-Merle, par exemple, ont entièrement disparu. Le cerf, par contre, s'est multiplié. Donc les conditions de vie ont changé. Les gens ramassaient des escargots, par exemple, il pleuvait beaucoup. Ils se sont mis à ramasser des escargots, à manger des escargots. Ils chassaient beaucoup plus. Ils chassaient le cerf, qui a remplacé le renne dans leur faune. Leur outillage a changé. L'arc a été inventé à la fin du Magdalien, sans doute. Et les gens, ils chassaient à l'arc. Donc on trouve des pointes en silex différentes de ceux qu'on trouvait avant. La civilisation qui a remplacé ça, on l'appelle l'asilien. Bon, et bien l'asilien est très très bien représenté dans le Lot. Et après, petit à petit, les choses ont continué à changer, c'est-à-dire qu'il y a eu des domestications. L'animal qui a été domestiqué en premier, c'était évidemment le chien, mais ça il avait été domestiqué il y a déjà très très longtemps, des milliers d'années, pendant la dernière glaciation. Mais après la dernière glaciation, il y a un animal qui a été domestiqué, c'est le mouton. Vous voyez, c'est un des plus anciens. Et Dieu sait qu'en Quercy, le mouton est roi, si je puis dire. Ben, il a été assez tôt. Donc, on avait des bergers. On avait des gens qui avaient des troupeaux, et puis après, et qui se sont mis à cultiver des champs. Alors, à ce moment-là, tout change, hein, la vie est tout à fait différente. Les chasseurs-cueilleurs, c'était des gens qui se déplaçaient.
si vous chassez et si vous cueillez, et surtout dans un monde vide, vous n'avez pas de raison de rester toujours au même endroit. Donc ils pouvaient passer 6 mois dans un endroit, et puis après ils allaient à un autre, ils se déplaçaient, ils allaient 20, 30, 50 km de là. Tandis que si vous avez un champ et un troupeau, là vous êtes fixé. Donc voilà ce qui s'est passé, et à ce moment-là on arrive quasiment au temps moderne. Cougnac n'est pas une très grande grotte, mais il y a plusieurs panneaux qui sont très importants et très bien visibles, très bien conservés. Cougnac a été découvert, si mes souvenirs sont bons, en 1956, et ça a été parfaitement bien conservé. Donc c'est une grotte qui est ouverte au public, et on voit ces images. Alors de gauche à droite, ce qu'on voit là, d'abord c'est 2 grands cerfs mégacéros qui se suivent, tournés vers la gauche. Le premier, c'est un mâle et qui épouse les contours naturels de la roche, c'est-à-dire que le poitrail, la patte avant, ce sont des reliefs naturels de la paroi dans lesquels l'artiste a vu un cerf mégacéros et l'a dessiné. Donc il a dessiné le reste du corps, et le poitrail est fait par le relief naturel de la paroi. Alors à l'intérieur du corps de ce mégacéros, on le distingue très bien, il a une grande bosse, hein, juste au-dessous de la bosse, on voit la ligne cervico-dorsale, la ligne de dos, si vous voulez, d'un mammouth très schématique, peint en rouge. Alors derrière le premier grand mégacéros, il y a un mégacéros femelle qui le suit, qui a une grande bosse, lui aussi, hein, et qui est dessiné à peu près de la même façon. Et puis, nous avons un relief rocheux qui sépare de second panneau, donc toujours de gauche à droite. Et dans ce second panneau, on voit un autre grand mégacéros avec des bois très très bien dessinés, rouges. Et celui-là, exactement la même conception, il suit, l'avant-train suit le contour naturel de la roche. On voit comment l'esprit de ces gens fonctionnait. Ils regardaient la paroi. Dans cette paroi, ils voyaient des animaux, ils projetaient leurs images mentales sur la paroi, ils voyaient des animaux, ils dessinaient ces animaux. Et ils les dessinaient à l'échelle en tenant compte du relief de la paroi. C'était le relief de la paroi qui donnait la taille de l'animal. Ici, c'est tout à fait visible. Alors, il y a dans cette seconde partie du panneau, il y a un dessin tout à fait exceptionnel au milieu du corps du mégacéros. D'abord, on a un petit bouquetin qui est à peu près sous les bois, et sous le bouquetin à droite, il y a le corps d'un homme qui a l'air de courir vers la droite, et dont le corps est percé de flèches. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. On a ça qu'en Quercy. On trouve, avec des percées de flèches, hein, on a ce dessin 2 fois à Cougnac et 1 fois à Pêche-Merle. Alors ailleurs, en Dordogne, il y a quelques exemples qui pourraient s'en rapprocher, mais qui ne sont pas aussi caractéristiques, à mon avis, que ce que nous avons en Quercy. Donc là, c'est le thème de l'homme tué. C'est-à-dire que la violence n'était pas absente des relations de ces gens, certainement, puisqu'on représente des gens qui ont été frappés. Est-ce que c'est de manière naturaliste, ou est-ce que c'est métaphorique? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que ce sont des vraies blessures? Est-ce que ce sont des blessures supposées, morales ou autres? Ça, évidemment, nous ne sommes pas armés pour le savoir. On n'a jamais trouvé dans le paléolithique, pas dans le paléolithique, des flèches, par exemple, à l'intérieur d'un os humain. Des flèches ou des pointes de silex, jamais. Après, oui, après la fin de la glaciation, oui, là, il y a des guerres, là, on trouve ce genre de choses. Pendant le paléolithique, apparemment, ces gens étaient beaucoup moins belliqueux, disons, qu'on ne le deviendra après coup. Mais la violence, elle n'était pas absente de leur relation, puisque nous avons ces témoignages. Et puis, tout à fait à droite, là, on a 2 bouquetins magnifiques, un mâle et une femelle, la femelle en haut, on les reconnaît à l'ampleur de leurs cornes, le mâle au-dessous d'elle, avec des cornes en lyre,
un art de cercle parfait. C'est un bouquetin de type alpin. Les bouquetins de type pyrénéen n'ont pas les cornes faites de cette façon-là. La corne revient un petit peu. Et ça, c'est un bouquetin de type alpin, tout à fait classique. La grotte Pêche-Merle a été découverte par hasard, comme toujours, par Monsieur David, qui à ce moment-là était un jeune berger d'Écosse et qui est entré dans cette grotte par goût de l'aventure et qui a trouvé les peintures. Et ça a été étudié d'abord par le curé du village, que j'ai bien connu, ainsi que M. David d'ailleurs, qui était le chanoine Amédée Lemosy, dont on a donné le nom au musée de Cabreret, qui était un homme charmant, c'était un érudit local. Et c'est lui qui a étudié Pêche-Merle et qui a fait le premier livre sur la grotte de Pêche-Merle. Alors, Pêche-Merle, c'est ouvert au public. Et c'est très bien, parce que c'est très bien géré, et ça peut s'ouvrir au public sans qu'il y ait de problème, comme Cougnac d'ailleurs, hein, de conservation, moyennant des précautions. C'est une grande grotte, c'est une très très grande grotte. On n'en visite qu'une partie, mais il y a toute une partie assez considérable, où les hommes préhistoriques ne sont pas allés d'ailleurs, et qui a été explorée par les spéléologues, et qui n'est pas ouverte, qui n'est pas aménagée, qui n'est pas ouverte au public. Donc c'est une grotte qui respire, et où les changements introduits dans la température, l'humidité ou le gaz carbonique par les visiteurs sont gérables. Alors on visite la partie principale, celle qui a été ornée, et dans cette partie principale, il y a ce fameux panneau des chevaux qui est le panneau majeur de Pêche-Merle que je vais commenter à présent. Alors, on voit très bien comment il a été conçu, hein. C'est-à-dire que si on regarde à droite, tout à fait à l'extrême droite, on a l'impression d'une tête de cheval. Et moi, je me rappelle la première fois que j'ai visité Pêche-Merle, je croyais que ça avait été sculpté. Ça ressemble tellement à une tête de cheval. J'avais l'impression que ce n'est pas du tout, c'est naturel. C'est la roche qui a cet aspect-là. Donc, il y a quelqu'un qui, il y a 25 000 ans, parce qu'on a une date de 25 000, alors qui est allé à cet endroit-là, qui a vu là, cette roche découpée de cette façon, naturellement, et qui a inscrit un cheval avec les bonnes proportions, mais la tête qui est dessinée, elle est toute petite en fait. Elle est en haut là, la tête dessinée est toute petite, elle n'est pas du tout à l'échelle du corps du cheval. Ce qui est à l'échelle, c'est le relief naturel. Alors, il n'y a pas que ce cheval. Alors ce cheval, on voit qu'il a la tête et l'avant-train qui sont peints en noir, les contours également, et à l'intérieur, il y a des tas de ponctuations, de grosses ponctuations noires. Mais il y a plein de ponctuations noires tout autour. Alors, ça a donné lieu à beaucoup de commentaires, hein. Les gens ont dit, puisqu'il y a toutes ces ponctuations noires sur le corps du cheval, c'est un cheval pommelé. Mais il y en a d'autres qui ont dit, attention, attention, le fait qu'il y a des ponctuations au-dessus de la tête, au-dessous de la tête, et puis derrière, sur l'autre cheval, qu'on va voir à présent, ben, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il était pommelé. C'est peut-être des symboles dont nous ignorons évidemment le sens. En tout cas, ça existe. Et ce cheval est tourné vers la droite. Et il y en a un autre qui est tourné vers la gauche, qui lui est en partie superposé. Et lui aussi, c'est un cheval pommelé. Alors lui, la tête a été dessinée. Et au-dessus de l'encolure du cheval de droite, on voit une main négative. Cette main négative, ça a été fait en appuyant la main sur la paroi et en soufflant de la peinture sur la main. On enlève la main et la main, elle apparaît en négatif. Donc il y en a plusieurs, on en voit trois sur ce panneau, très très bien. Il y en a une qui est juste au-dessus de la croupe du premier cheval, il y en a une qui est au-dessous du ventre de l'autre, de celui qui est tourné vers la gauche, et quatre, il y en a une autre qui est au-dessous de la tête du cheval tourné vers la gauche. Donc, dans Pêche-Merle, il y a un certain nombre de mains négatives. Quelquefois elles sont noires, comme ici, quelquefois elles sont rouges. Alors, ces mains négatives, elles sont assez caractéristiques des périodes anciennes de Pêche-Merle. Ça va très très bien avec la date de 25 000. Hein.
Et là, en fait, la date 25 000, c'est une date radiocarbone. On sait maintenant que le radiocarbone a tendance à rajeunir. Donc, la vraie date, ça serait plutôt 27-28 000, vous voyez, que 25 000. Et les mains négatives vont très 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 bien à cette époque-là. On en connaît dans d'autres grottes, parfois plus anciennes d'ailleurs, comme la grotte Chauvet. Et là, la question c'est pourquoi ont-ils fait ces mains négatives? Alors, une des hypothèses qui paraît la plus vraisemblable serait qu'ils avaient fait les mains négatives pour capter le pouvoir surnaturel de la paroi. Parce que quand on souffle la peinture, la main se couvre de peinture, hein, elle se fond d'une certaine façon dans la paroi, et on enlève la main, et la trace de la main se trouve sur la paroi, elle est matérialisée. Donc, l'idée qu'il y a un pouvoir surnaturel dans la paroi, et qu'en faisant ça, on entre vraiment en contact avec les forces surnaturelles, c'est ce qui paraît actuellement le plus plausible. Alors, il y a eu d'autres théories, et certains ont dit c'est des signatures. Non, ça c'est une théorie qui n'est pas plausible du tout, parce que les gens qui faisaient des dessins dans les grottes ou ailleurs, sur les roches dans le monde, lorsqu'on a des témoignages, ils ne signent jamais. C'est collectif, c'est un travail qui est collectif, c'est fait pour la tribu. C'est pas comme les artistes actuels qui veulent se distinguer, d'ailleurs qui veulent en vivre. C'est pas ça du tout. Dans ce type de culture, c'est d'une certaine façon, c'est anonyme, même si on savait très bien qui c'est qui l'avait fait, ça reste anonyme. Donc on ne signe pas les œuvres. Non, ça c'est une hypothèse qui est à exclure totalement. Donc vous voyez que sur un panneau relativement simple, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a quelque chose qu'on ne voit pas sur la photo, c'est qu'il y a aussi un grand poisson rouge qui a été dessiné, je crois que c'est un brochet, c'est un très très grand poisson rouge qui a été dessiné. Les poissons, c'est rare. Hein. Alors, pourquoi l'ont-ils fait? On peut penser qu'ils l'ont pêché dans le Célé ou dans le Lot, qui n'était pas très très loin. Et il devait avoir également une valeur symbolique, mais laquelle? Beaucoup de questions restent posées. Les grottes du Quercy, dont on parle toujours, ce que je viens de faire, ce sont celles de Pêche-Merle et de Cougnac. D'abord parce qu'elles sont très importantes en soi, et d'autre part parce qu'elles sont ouvertes au public, donc on peut les voir. Mais il y en a bien beaucoup plus qui ne sont pas ouvertes au public. En tout, il doit y en avoir une vingtaine entre le Lot où se trouve la majorité, et le Tarn et le Tarn-et-Garonne, où on en a quelques-unes. Alors, ces grottes ne sont pas ouvertes au public pour des questions de conservation, parce qu'on ne peut pas les ouvrir au public sans les aménager d'une façon considérable, c'est-à-dire sans changer les conditions, et par conséquent sans les mettre en péril. Elles ont presque toutes été étudiées par mon collègue Michel Laure-Blanchet, qui les a publiées, donc on sait qu'elles existent, les documents existent, mais seuls quelques spécialistes, très rarement, peuvent y accéder pour des questions de conservation. Donc il faut les conserver pour l'avenir, où il y aura sans doute d'autres méthodes d'études, et peut-être révéleront-elles de nouveaux éléments.